Bonsoir, mesdames et messieurs. Un plaisir encore partagé de vous retrouver, comme il est le coutume, les dimanches à 7h, 20h pour le journal du dimanche soir. JDS qui aujourd'hui sera marqué par le 8 mars, même si c'est demain, la journée mondiale de la femme. La célébration autrement, c'est le sujet que nous aborderons avec la présidente du mouvement Célébrons le 8 mars autrement, Rita Savadogo, qui depuis peu a initié une façon bien particulière de marquer cet événement. Et puis société toujours, vie estudiantine, faut-il parler de confort dans les cités universitaires? Nous nous plongerons dans cet univers avec ses réalités et ses particularités, avec des reportages proposés par notre reporter Maxime Jean-Eudes de Bambara. Et enfin, nous irons à la découverte d'une brasserie à Montclair, dans l'état de New Jersey. Elle fait parler beaucoup d'elle. Elle est tenue par un Burkinabé, son nom Léopold Savadogo, avec qui nous allons échanger, et je serai d'ailleurs avec David Nana pour cette page. C'est le clair de ce que vous aurez dans cette émission JDS, dans ce numéro. Nous allons commencer par la première actualité qui a été posée, c'est avec le 8 mars autrement, et d'ailleurs après une première édition qui a connu un franc succès, le comité de pilotage de Célébrons le 8 mars autrement a lancé ses activités. Une cérémonie dédiée a eu lieu le mercredi 17 février dernier à Ouagadougou. C'était lors d'une conférence de presse donc. Et pour l'édition 2021, le mouvement a décidé de se tourner vers les femmes des milieux défavorisés, en particulier les déplacés internes au regard de leurs conditions difficiles de vie. Nous revenons sur ce point de presse avant d'échanger avec notre invité. À moins de 20 jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, le comité Célébrons le 8 mars autrement vole au secours des personnes déplacées internes. Ce 17 février, ce sont 4 tonnes de farine, 2 tonnes de semoule de maïs, 200 litres d'huile, une demi-tonne de sucre, 1 tonne de riz, une demi-tonne de sel, ainsi que du savon et des vêtements qui ont été remis aux représentants de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, au CADES FADA. Une donation à mettre au profit des déplacés internes de la ville de Fadangourma. C'est un geste qui a été possible grâce aux dons de bonne volonté. La présidente du mouvement a donc saisi l'occasion pour de nouveau lancer un appel aux personnes de bonne volonté. Notre mouvement, basé sur le volontariat, le bénévolat, est à but non lucratif. Aussi, lançons-nous un appel à la générosité de tous. Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, amis du Burkina, célébrons ensemble le 8 mars 2021 autrement. Faites le pas, donnez selon votre cœur pour ces nombreux déplacés, donnez selon vos possibilités. Le secrétaire exécutif de l'OCADES s'est dit reconnaissant et loue l'initiative du mouvement Célébrons le 8 mars autrement. Selon lui, c'est un geste qui va soulager de nombreuses personnes vulnérables. Les solidarités au niveau interne ne suffisent pas pour mettre ces hommes et ces femmes qui nous arrivent dans des conditions humaines acceptables. Donc nous avons l'appui des ONG certes, mais cet appui est insuffisant pour le dire. Et OCHA, dans son dernier rapport, évaluation, a eu à dire que les besoins ne sont pas totalement comblés. Le mouvement Célébrons le 8 mars autrement, en plus de la collecte des dons en nature et en espèces cette année, compte mener des activités entrant dans le cadre de la sensibilisation et de l'autonomisation des femmes déplacées internes, parmi lesquelles l'accès des femmes déplacées internes au microcrédit et des formations pratiques de courte durée. Nous sommes sur ce plateau d'ailleurs avec la présidente du mouvement Célébrons le 8 mars autrement, la personne de Rita Savadogo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. C'est moi qui vous dis merci
de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre plateau. C'était un plaisir. Je me rappelle que l'année passée, je vous recevais sur un plateau de journal. C'était le JT de 20h. Oui. C'était très intéressant parce que vous veniez avec cette idée-là de célébrer le 8 mars autrement. Beaucoup de projets. Et maintenant, on est à l'acte 2. Oui. Rappelez-nous l'acte 1. Ça s'est passé comment? Satisfaction? Ah oui, total. Un engouement pas possible. Et je saisis votre micro pour dire merci à la presse et particulièrement à Tri TV qui nous avait réalisé gratuitement le spot. Et c'est ce spot-là qui a été l'élément déclencheur de tout ce que nous avons reçu. Et c'était inimaginable ce que nous avons reçu, malgré la pandémie du coronavirus qui est venue freiner un petit peu l'élan patriotique que les gens ont eu. C'était des tonnes et des tonnes. En tout cas, merci au peuple burkinabé. D'accord. Et pour cette année, vous avez décidé de vous appesantir encore une fois sur la condition des défavorisés, et puis vous dites le cas des déplacés internes, cela préoccupe. Oui, c'est vrai. Cette année, nous avons été particulièrement interpellés par une enquête qui a été réalisée par le journal Citoyen et qui était intitulée Les déplacés, les femmes déplacées se prostituent pour subvenir à leurs besoins. C'était un titre comme ça et nous avons été vraiment interpellés. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'il faut faire. L'année dernière, nous avons collecté parce qu'on était dans l'urgence. Il fallait parer au plus pressé, apporter à manger à ces personnes-là, apporter de quoi se vêtir et tout. Mais est-ce qu'il faut continuer à faire une assistance permanente? Non. Nous avons pensé donc qu'il était bon que ces personnes-là puissent se réaliser, même étant dans ces conditions difficiles. Nous pensons qu'elles peuvent se réaliser. C'est ainsi donc que pour cette année, nous avons entrepris nous projetons faire des formations de très courte durée sur des activités génératrices de revenus. Donc, par exemple, l'élevage de volailles, la saponification, savon de lessive, savon liquide, savon de toilette, comment prendre le beurre de karité pour le transformer en pommade corporelle, comment on appelle, la fabrication des démêlants pour les cheveux, shampoing et démêlants, pommade et lotion anti-moustique, comment fabriquer du vinaigre, de l'eau de javel, les techniques de conservation des légumes, la fabrication de la mayonnaise, etc. Voilà un certain nombre de modules de formation que nous allons dispenser à travers une formation massive, parce que nous avons eu le soutien de monsieur Sawadogo Herman de l'association pour le développement de l'Afrique, qui nous a dit: ne vous limitez pas aux déplacés internes, appelez tout le monde. Donc ça va être des formations massives que nous allons réaliser, pas uniquement à Kaya. Nous allons aller dans d'autres localités telles que Touga, Dédougou, Koupela, Zignaré, Manga, Dano, Banfora, etc. Avec l'appui de M. Sawadogo qui assure les formations gratuitement. Donc nous aussi, nous allons offrir gratuitement à tous ceux qui veulent faire apprendre l'entrepreneuriat, initier un petit quelque chose pour pouvoir petit à petit s'auto-suffire. Madame Sawadogo, vous avez commencé l'année passée, c'était donc l'acte 1. Comment vous vient l'idée de vouloir faire autrement le 8 mars et les activités que vous avez aujourd'hui qui sont aussi nombreuses? Alors, en plus de la formation, je m'en vais vous dire que nous prévoyons aussi le dépistage et la sensibilisation sur les MST-IST, dépistage sur le cancer du col de l'utérus. Et au regard du reportage de Citoyen, nous anticipons parce que nous nous sommes dit que si les femmes rentrent dans la prostitution et tout le monde n'ayant pas été sensibilisé, il y a des risques d'ici 3 ans, ce soit vraiment un boom de maladies qui vont être très très difficiles
difficile. Donc nous avons demandé l'accompagnement de la BBF et du SPCNLS pour parer au plus pressé. En plus de cela, nous allons offrir 2 forages à la ville de Kaya, parce qu'à Kaya, le problème se pose avec acuité. Donc nous avons 2 forages que nous voulons offrir aux déplacés de la ville de Kaya. Nous remettrons ça à la mairie pour les déplacer. Et nous profitons de votre micro pour remercier l'ONEA. Et puis bien entendu, nous allons continuer la collecte. S'il y a des gens qui veulent continuer de donner, puisque les déplacés ne sont pas repartis chez eux et ils sont encore dans le besoin, et ça n'arrête pas d'arriver. Nous allons continuer la collecte en nature et en espèces, si vraiment les bonnes volontés veulent bien continuer à nous donner. Donc, vous nous dites pourquoi est-ce que vous avez orienté les choses à partir d'un article que vous avez lu pour l'acte 2, mais je dis l'acte 1, comment l'idée vous vient de faire ce 8 mars-là autrement, avec cette façon de faire ces activités qui se sont greffées? Comment ça vient l'idée? L'idée est venue du fait que j'ai personnellement je suis tombée sur une femme qui courait, qui fuyait les tirs un soir pendant qu'elle était en train de préparer son taux. Et elle a marché toute la nuit avec un enfant de 6 mois au dos et un autre d'environ 2 ans qu'elle tirait par la main. Et c'était en pleine période fraîche. Et quand je suis tombée sur ça, je me suis arrêtée pour comprendre et puis j'ai pris la dame. Et c'est à partir de ça que j'ai lancé un appel. Je me suis dit, mais et si on célébrait autrement le 8 mars? Vous savez que notre pays a été sérieusement éprouvé l'année dernière avec les attaques terroristes. Alors, dans un moment difficile où des femmes, des mères, des enfants souffrent, comment pouvons-nous avoir le cœur de faire la fête? Et c'est là où j'ai lancé un appel citoyen en disant, et si on célébrait autrement le 8 mars en faisant œuvre utile? Voilà comment l'idée est partie. Et l'idée est partie sur les réseaux sociaux et ça a connu l'engouement que vous avez vu, et voilà comment c'est parti. Je sais que ceux qui nous écoutent se disent, comment est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce qu'on peut contacter? Alors, nous avons des numéros. Personnellement, mon numéro c'est le 70 23 66 47. Puis nous avons des puces Orange Money. Donc la première puce c'est le 77 83 63 63. Je reprends 77 83 63 63 ou le 54 25 40 40 54 25 40 40. Puis nous avons un autre numéro Mobicash qui est le 70 31 11 89. 70 31 11 89. Ça c'est pour ce qui concerne les numéraires. Maintenant, pour ceux qui ont des vivres à donner, pour ceux qui ont des vêtements à donner, parce que nos armoires aussi regorgent de vêtements que nous ne portons plus. Les armoires des enfants regorgent de vêtements qu'ils ne portent plus. Ces vieux vêtements que nous n'utilisons pas feront le bonheur d'autres personnes. Alors je vous invite tous à visiter vos armoires et à déclasser et à nous les apporter. Vous pouvez déposer à la pharmacie Saint-Julien au rond-point de la Patte d'Oie. Vous pouvez aussi nous amener ça à l'Abemac qui est juste à côté de la clinique Philadelphie, ou alors nous appeler et nous viendrons chercher. Donc je donne quelques contacts. Allez-y. Vous avez le 70 25 12 53 70 25 12 53. Vous avez le 76 51 48 87, 76 51 48 87 ou le 76 76 10 45, 76 76 10 45. Tout ça, ce sont des contacts de membres qui pourront venir procéder à l'enlèvement chez vous. Vous conviendrez d'un rendez-vous, vous indiquez la maison et nous venons procéder à l'enlèvement.
D'accord. Ouais. C'est bien noté tous ces numéros qu'on a pu avoir. Vous allez rester avec nous pour la suite de ce journal du dimanche soir parce qu'il y a des petits reportages sur lesquels je voudrais bien vous voir réagir. Le premier, il va concerner donc toujours la question des femmes qui nous prouve que leur contribution peut être dans plusieurs domaines pour la bonne marche donc d'une nation. C'est le cas de Madame Rolande Boro, une femme qui dans son dévouement pour un sport a pu se frayer un chemin. Et tenez-vous bien, c'est bien la présidente de la fédération burkinabé de rugby. Quand on entend rugby, on se dit c'est des hommes, ça transpire, mais c'est bien une femme qui est à la tête de cette fédération. Et on va d'ailleurs à sa découverte avec notre reporter Yacinthe Savadogo. Tout commence en 2007 où Rolande Boro évolue en tant que joueuse de rugby. Par la suite, elle occupe le poste de secrétaire générale de la fédération burkinabé de rugby. En 2016, elle est élue présidente de cette fédération et en même temps membre exécutif de Rugby Afrique. Dans cette discipline dite d'homme, Boro a su s'imposer sans difficulté. Comme toute élection, rien n'est totalement acquis à l'avance. Quels que soient les résultats qu'on a, il faut toujours s'attendre à ce que des personnes viennent et que c'est d'ailleurs normal, voilà, accepter la compétition et puis en tout cas ne pas refuser cette concurrence qui est d'ailleurs naturelle parce que c'est le sport, c'est comme ça. Voilà, donc je ne dirais pas que ça a été facile, pas du tout, mais au finish, bon, je pense qu'on a remporté les élections grâce à des personnes qui nous ont fait confiance, bien sûr. Aujourd'hui, de plein pied dans le rugby, elle s'est fixée pour objectif d'intéresser les femmes dans cette discipline. Nous avons réussi, bien sûr, avec le bureau exécutif, à intéresser les femmes parce qu'auparavant, moi j'ai été joueuse, mais on n'avait pas des clubs qui avaient des femmes en tant que telles et un championnat dédié aux femmes. Donc nous avons réussi à instaurer cela et les femmes arrivent à s'exprimer aujourd'hui à travers le rugby. Voilà. À cela s'ajoute l'élargissement du rugby dans le territoire national. Un combat qu'elle a pris à bras le corps et compte sur le soutien de sa famille. Si vous disiez avec fierté, ma fille ou bien ma femme est telle ou telle responsable de telle ou telle chose, il faut que telle ou telle structure, il faut en retour accepter que à certains moments elle est absente pour gérer cette structure-là. Voilà, donc je pense que c'est le prix à payer et il faut faire avec. Pour elle, les femmes du Burkina Faso ont eu une chance d'avoir un président comme Thomas Sankara qui leur ont accordé une place de choix. Je dirais que nous, on a eu une très grande chance que d'autres femmes n'ont pas eu. Nous avons eu un président, disons des présidents qui étaient vraiment soucieux du bien-être et du rôle de la femme dans la société. Je prends l'exemple sur le président Thomas Sankara, paix à son âme, sous la Révolution. Nous n'avons pas très bien connu, mais au regard de tout ce qui était fait déjà pour la femme, je pense que c'est quelque chose que nous devons préserver. Elle demande à la gente féminine de toujours oser dans la vie. Gérer la famille pour que tout le monde soit satisfait, c'est pas toujours évident. Et pendant longtemps, les femmes ont joué ce rôle et continuent à jouer ce rôle. Donc il est temps maintenant que nous l'expérimentons dans l'administration, dans les structures et que nous puissions vraiment faire changer les choses parce qu'on ne peut pas tout laisser entre les mains des hommes. Voilà. Nous avons tous un droit de regard, c'est important. Si la société ne marche pas aujourd'hui, nous avons tous notre part de responsabilité. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une femme de feu? En tout cas, Madame Rolande Boro en est un bel exemple à suivre.
Un reportage que nous proposait donc Hyacinthe Savadogo, un portrait de Roland Boro qui inspire beaucoup, président de la Fédération burkinabé de rugby. Et ce qui est bien, je suis toujours avec Madame Rita Savadogo, et pour ceux qui ne le savent pas, quand même première femme ministre de sport au Burkina. C'est ce que vous avez été en 84. Oui. Donc le sujet s'est inspiré. C'est pas facile de gérer les hommes, et surtout dans un domaine qui, pense-t-on souvent, est d'abord pour les hommes. C'est pas facile. C'est vrai. Mais je suis émerveillé par le courage de cette brave dame. Et je l'applaudis et je lui dis bon vent, fonce ma fille. Parce que le rugby, on se dit que c'est un sport vraiment d'homme, quoi. Parce que c'est un sport, je ne dirais pas violent, mais c'est un sport vraiment de force physique et tout. Et voir une femme à la tête de cette fédération-là, je lui mets mon chapeau bas. Je mets mon chapeau bas. Elle disait beaucoup de choses, hein. Gérer, c'est vrai, mais une femme doit faire face à plusieurs choses à la fois. Notamment les obligations familiales. Et vous l'avez senti aussi dans votre vie? Ah oui. Ah oui. On est responsable, c'est pour ça que c'est très difficile. Non seulement vous avez la responsabilité que l'État vous a confiée, mais vous êtes avant tout une mère de famille et une épouse. Et il faut assumer tout. Et ce n'est pas tous les hommes qui comprennent qu'il faille épauler l'épouse. On est fier, comme elle l'a dit, quand on dit que ma femme, mon épouse, est présidente de fédération, mais on n'est pas prompt à assurer certaines tâches à la maison pour soutenir madame et permettre à madame de pouvoir s'acquitter de ses tâches en dehors du foyer. C'est pas toujours évident. Donc c'est pas toujours facile pour les femmes d'assumer des postes de responsabilité et leur rôle de concilier les deux, le rôle de responsable d'une structure nationale et de mère de famille et d'épouse, parce qu'après il faut s'occuper de monsieur aussi. Voilà, c'est pas toujours évident. Et vraiment, je lui dis bon vent. Ok. Et je rappelle aussi que vous avez été la première femme au commissaire. Oui, c'est vrai. C'est l'époque où il y avait que 25 provinces, il n'y avait pas de région à l'époque. D'accord. Donc, j'ai été nommée avec 24 hommes. J'étais la seule femme de la toute première cuvée des hauts commissaires du Burkina. Mais j'ai eu cette chance-là. Ils étaient tous sympas, tous gentils avec moi, mais ça n'a pas été facile à mon poste de travail. Parce que à l'époque, les mentalités n'étaient pas tellement préparées pour accueillir une femme au commandement. Donc ça a été un peu difficile au départ à Kongoussi, mais par la suite je pense que nous nous sommes compris. La preuve est que j'ai gardé vraiment de solides amitiés à Kongoussi et jusqu'à présent, donc plus de 35 ans après, Kongoussi reste mon deuxième village après le San Matenga, enfin après Mané, c'est vraiment Kongoussi. Quand j'arrive, je suis à l'aise. Mais vous dites en ce moment c'était un peu plus difficile. Vous pensez que les choses ont vraiment changé et que bon, il y a un genre d'acceptation, il y a un genre d'évolution dans le rapport avec les femmes, accepter qu'on soit commandé, ça change? Je pense qu'il y a une évolution. Je pense qu'il y a une évolution de mentalité parce que de plus en plus, on voit des femmes préfets, on voit des femmes hauts commissaires, on voit des femmes gouverneurs, il y a beaucoup plus de femmes au Parlement, il y a des femmes qui sont rentrées au Parlement, il y a beaucoup plus de femmes ministres, etc. Donc les mentalités maintenant sont préparées à accepter, quand bien même dans le fort intérieur de certains hommes, bon, ce n'est qu'une femme qui veut venir me commander alors que j'ai une femme comme elle à la maison. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et l'expérience a montré que quand vous donnez le même travail à un homme et à une femme dans les mêmes conditions, pour ce qui concerne le rendu de ce travail-là, vous pouvez être sûr que le travail fait par la femme est beaucoup meilleur, le rendu est meilleur par rapport à
à celui qui a été effectué par l'homme, parce que la femme est très méticuleuse. Elle est très méticuleuse, elle regarde tous les contours, etc. Elle veille à ce que tout soit pris en compte, etc. Seulement, c'est culturel. Mais vous voyez, entre maintenant et l'époque de nos mamans, c'est pas pareil. Entre notre époque et celle de nos enfants, ça va encore évoluer. C'est une question de temps. Il faut savoir être patient et travailler justement au changement des mentalités, en commençant par l'éducation que nous donnons à nos enfants à la maison. Les éducations stéréotypées, il faut qu'on mette fin à tous ces stéréotypes-là. Parce qu'en réalité, nous sommes le produit de l'éducation que nous avons reçue. C'est vrai qu'il y a l'influence de la société, mais le soubassement de chacun de nous, des croyances, du vécu, c'est notre éducation aussi. Mais les choses changent et il faut le reconnaître. Il y a de grands pas, de grandes avancées, et moi je reste très optimiste. Et puis pour revenir sur le sujet pour lequel on vous a invité, on se rend compte aussi que même si tout cela est en train de changer, les femmes, quoi qu'on dise, restent toujours aussi celles qui paient souvent le lourd tribut des choix des hommes ou de certaines situations qui arrivent. On prend le cas des déplacés, par exemple, internes, qui sont au cœur de votre démarche aujourd'hui. Même les enquêtes le montrent. Les femmes sont dans des situations encore plus difficiles que celles des hommes. Et puis tout à l'heure, vous oubliez d'ailleurs un point, et moi je préfère qu'on termine avant de passer à notre reportage. Vous disiez, il y a la question aussi des microfinances qui interviennent dans ce que vous avez comme action. Oui, c'est vrai que nous avons décidé de faire des formations sur de petites activités qui vont générer des revenus. Il y en a qui ont besoin de peut-être 15 000 francs, 20 000 francs pour initier une activité, mais elles vont trouver ça où? Si bien que nous avons approché des structures, notamment le réseau des caisses populaires et le FARF, et nous leur avons demandé d'être là. D'accord. Et d'expliquer, parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas apporter des garanties, mais il y a la caution solidaire et ils sont prêts à nous accompagner. Donc nous allons assurer la formation, mais nous allons permettre à ces personnes-là de pouvoir bénéficier de microcrédits, dans les règles aussi des institutions de microcrédit. D'accord. Voilà. Une précision à laquelle vous teniez. Je vous garde toujours. Quand on vous a, c'est tellement plaisant de vous écouter comme pour vous laisser partir. J'ai un autre reportage que je veux partager, qu'on va regarder ensemble. Et puis après, je vais vous tirer juste un avis et après, je vais vous libérer. Avec plaisir. Voilà. C'est un DJ. Et quand on parle de DJ, c'est bien celui qui sélectionne, diffuse et mixe donc, de la musique dans un club ou pendant un festival à destination d'un public. Donc le DJing est un métier plus prisé par le genre masculin, et au Burkina Faso ça se compte au bout des doigts, du bout des doigts, les femmes qui pratiquent ce métier-là. Nous sommes donc allés à la rencontre d'une dame, on l'appelle DJ Athéna, une DJette comme ils le disent dans le milieu, pour qui la platine n'a aucun secret, et on la découvre avec notre reporter Sanata Siré. DJ Athéna est une jeune DJ burkinabé qui évolue dans l'univers de l'électro à Ouagadougou, dans la capitale. Titulaire d'un master en gestion des ressources humaines, DJ Athéna a plusieurs cordes à son arc. Couturière et peintre, elle porte magnifiquement le titre DJette. Depuis 2 ans, elle excelle au platine et affirme son style en mixant avec aisance les morceaux du moment, hip-hop, R&B, raga et musique orientale. De la musique qui m'a motivée à être DJ, parce que je vois que la musique, en tout cas, soigne beaucoup de gens. Pour moi, c'est comme un remède, un médicament. Ça soigne beaucoup de maladies, et à force d'organiser des soirées où je mettais des playlists simples, j'ai connu un DJ qui s'appelle DJ Boumae et qui m'a dit: mais qu'est-ce que tu penses de devenir DJ? J'ai dit, bon, une femme DJ, c'est bizarre quand même. Il dit, non, tu as le feeling, ça va marcher. C'est le milieu du business, c'est le milieu artistique, c'est la jungle, je dirais. Mais bon, si tu veux avancer, si tu as l'amour de ce que tu fais, je me dis que tu vas atteindre tes objectifs. L'univers du DJing est parfois discriminatoire et les femmes DJ ne sont pas celles qui sont souvent mises sur les devants de la scène. Ici au Burkina Faso, elles représentent toujours un pourcentage assez faible par rapport aux hommes. Une chose est de savoir mixer un son, mais le plus important c'est de pouvoir réussir à faire agiter une foule. J'aime bien.
au début, c'est un peu flippant. Et à certaines occasions, il y a beaucoup de monde, ça fait peur parce que tu es face à beaucoup de gens, tu ne sais pas c'est quoi leur attente. Et là, tu commences, tu vois dès le départ, il y a des gens qui ne dansent pas, ça te fait peur. Mais plus tu as peur, plus au fait, tu te donnes pas à fond. Tu essaies de changer seulement, de faire de telle sorte que les gens puissent commencer à se lever un peu danser. Et quand tu vois une seule personne même commencer à danser, là, tu relaxes, tu fais ouf, genre ça va. Avec son travail, Didi Atena parvient toujours à rendre fier à sa famille et son petit ami qui ne trouve pas d'inconvénient dans ce qu'elle fait. C'est un truc qui me dérange pas en fait. Pour moi c'est normal, c'est une manière de s'exprimer, de voir les choses et puis ça me dérange pas. La preuve que je l'accompagne à chaque fois à toutes ces soirées, quoi. J'étais toute éblouie, toute contente de voir qu'elle s'intéresse à ça et qu'elle est passionnée, elle est assez passionnée. Donc la première fois que je l'ai vue, j'étais très contente. Je me suis amusée, j'ai partagé ces instants avec elle. Et face aux critiques et les préjugés, notre Didette peut toujours compter sur ses amis qui l'apprécient et la soutiennent inlassablement dans son parcours. Déjà très bien pour une femme et pour des gens qui connaissent déjà DJ Atena, qui savent d'où elle vient, savent que bon voilà, c'est quelqu'un qui a l'amour de la chose, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et déjà c'est déjà encourageant. Une femme qui se débrouille dans un métier qui a tendance à être pour la gente masculine, c'est déjà quelque chose de rare et je la soutiens beaucoup, surtout avec les critiques. Vous savez que c'est pas facile. Je kiffe ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle fait parce que elle assume en fait sa passion. Elle assume ça et c'est un peu compliqué souvent. Ici en Afrique, au Burkina, une femme DJ, c'est pas forcément bien perçu par les gens. Avant de se rendre à une prestation, DJ Atena se prête à un exercice afin de séduire son public. Armé de son casque, disque et platine, prêt pour ambiancer la soirée avec toujours des musiques soigneusement sélectionnées. Je me sens très bien, je suis contente et j'ai hâte d'aller encourager mes copines là-bas qui sont en train de faire la fête aussi. Et vraiment, je suis contente de partager ce que j'aime faire avec tout le monde. C'est lui qui peut être fier d'elle aujourd'hui, c'est son mentor DJ Bomayo. C'est lui-là même qui l'a poussé dans l'univers de l'électro et fait de son rêve une réalité. Je suis aux anges ce soir, parce que depuis un an, les filles, elles travaillent hyper dur. Atena travaille hyper dur. Et ce qu'elle vient de faire ce soir, c'est dingue. On est hyper contents. Et franchement, ça nous remotive pour aller encore plus haut et faire de plus belles choses. DJ Atena évolue aujourd'hui dans un groupe dénommé Yenega Power, un groupe de 3 femmes DJ qui sillonnent les villes de Burkina Faso pour animer les soirées et festivals. Elles sont parvenues à s'imposer dans le monde de l'électro-burkinabé et à montrer qu'elles ont leur place dans ce milieu, tout autant que les hommes. Autre réalité, on dira, et moi je vais vous prendre ici juste quelques réactions. Quand vous regardez, ça vous parle déjà des femmes qui acceptent d'aller, déjà là c'est la nuit, on parle du monde de la nuit, il y a tout ce qu'il y a comme a priori, il y a beaucoup de choses qui se disent et il y a ce courage là, se dépasser, de faire ce qu'on aime. Oui, je suis émerveillée par cette fille là. Quelqu'un a détecté certainement un talent en elle et lui a donné un coup de pouce et aujourd'hui elle s'affirme, elle se réalise. On la voit heureuse de pouvoir réaliser ce rêve-là. Et franchement, après avoir vu les femmes chauffeurs de bus, des femmes mécaniciens, des femmes maçons, nous voilà avec les femmes avec les femmes DJ. Et c'est pas facile parce que c'est un travail de nuit. Mais j'admire le courage de son compagnon qui l'accompagne et il dit que ça ne lui pose pas de problème, il est avec elle, il l'accompagne, il la soutient. Qu'est-ce qu'on veut de plus? N'est-ce pas? Je lui dis, beaucoup de courage et je lui dis vraiment bon vent. Bonne conclusion. Oui. Merci bien, Madame Rita Savadogo d'être passée sur ce plateau. Ça a été un bonheur pour moi de vous recevoir.
Merci à Tri TV qui a toujours accompagné Célébrons le 8 mars autrement et qui a promis être avec nous encore cette année. Merci évidemment. À Tri TV. Évidemment. On va vous accompagner avec un reportage. Et la question, c'est faut-il parler de confort dans les cités universitaires? Donc vous comprenez, on est toujours dans l'étape des sujets société. En tout cas, c'est ce à quoi aspire plutôt tout étudiant, mais la réalité, elle est bien souvent loin de ce que l'on désire. Les conditions de vie en cité ne sont pas réluisantes. C'est le cas de la cité universitaire de Kosodo, où les étudiants sont en sureffectif dans les chambres pour l'hébergement, tout comme pour la restauration. Les plaintes sont sans cesse enregistrées, malgré les efforts, il faut le préciser, du Centre national des œuvres universitaires, si nous en abrégé. Immersion ici et maintenant dans le monde des étudiants avec notre porteur Maxime Jean-Eudes de Bambara. De la santé à la restauration, en passant par l'hébergement, le transport, les activités sportives et socio-culturelles, les domaines d'intervention du Centre national des œuvres universitaires CNOU sont multiples et diversifiés. Mais les plus visibles, ou du moins celles qui suscitent beaucoup plus d'engouement de la part des étudiants, sont la restauration et l'hébergement. Si on prend la question de l'hébergement par exemple, nous avons donc des cités et des résidences universitaires actuellement dans 3 villes. C'est Ouagadougou, Koudougou et Boubou-Dioulasso. Dans les différentes cités universitaires, comme ici à Kosodo, les chambres sont mises à la disposition des étudiants à des prix forfaitaires, 2500 francs ou 2000 francs CFA le mois, selon que c'est une chambre de 2 ou 4 places. Mais avec le nombre pléthorique d'étudiants demandeurs de chambres, la gestion des cités se révèle un véritable casse-tête chinois pour le CNOU. Nous avons de sérieux problèmes dans ces résidences-là à cause du sureffectif et ce que les étudiants appellent donc le cambourgeage. Vous voyez, si une cité est faite pour 500 personnes, s'il y a 1000 personnes qui habitent dedans, l'entretien devient extrêmement difficile. Donc je rappelle aussi à la responsabilité des étudiants par rapport à cette question. Des bâtiments vétustes, des portes sans serrure, des toilettes hors d'usage, des problèmes de plomberie et de plafonnage dans les chambres, ce sont les réalités des étudiants de la cité universitaire de Kosodo. Et pour parler des conditions de vie dans cette cité, nous sommes accueillis dans la chambre 212-1. Bienvenue dans la chambre 212-1. Comme vous le constatez, je vais commencer par nos différentes chambres en cité. Vous pouvez le constater, voici un lit comme ça, qui est presque bon. Ça veut se casser, même quand vous êtes rentré, vous avez demandé s'il ne va pas tomber sur celui qui est en bas là. La plupart, il y a beaucoup de chambres qui sont comme ça. Au niveau des plafonds, c'est quand il pleut comme ça là. Voilà, il y a des gouttes qui tombent aussi. Souvent, tu es obligé de te décaler comme ça. Tu dors mal en fait sur un côté où l'eau arrive. Ça fait maintenant plus de 2 à 3 mois que ma chambre, je n'arrive plus à fermer à clé. Voilà, chaque fois je vais prendre des menuisiers, ils vont venir arranger plus de 3-4 fois et ça se gâte. Souvent quand il pleut comme ça, ce sont les toits. Franchement, ça me fatigue, mais vu qu'on n'a pas le choix, donc on reste dedans. Les réalités sont les mêmes dans la plupart des chambres visitées. 2 ans, c'est le mandat que devrait faire tout étudiant locataire dans les cités. Mais les réalités des uns et des autres ne sont pas toujours les mêmes, surtout avec le chevauchement des années académiques. Parler de confort en cité universitaire serait donc ironiser sur les conditions de vie des étudiants. On dit le mandat ici c'est pour 2 ans. Mais bon, après 2 ans, si les conditions ne sont pas venues pour prendre une maison, comme je le disais, ton mandat est fini, tu devrais normalement quitter la cité. Tes conditions ne sont pas venues, tu vas approcher quelqu'un, rester chez lui. Le confort en cité universitaire, bon, c'est pas ce qui est dans ma tête au fait, mais le minimum, tout ce qu'on demande, c'est le minimum. Du côté de la direction générale du CNOU, l'on rassure avoir signé des contrats avec des sociétés de nettoyage, de plomberie et d'électricité pour intervenir en cas de besoin. Mais visiblement, les services de ces sociétés se font toujours attendre. Nous avons donc contractualisé avec des sociétés de nettoyage qui interviennent quotidiennement dans les cités. Nous avons des sociétés de plomberie et d'électricité aussi qui interviennent. Face aux plaintes sans cesse récurrentes des étudiants et le temps de réaction de l'administration pour résoudre les problèmes, les délégués des cités universitaires sont le plus souvent contraints de faire preuve de leadership pour calmer les ardeurs, surtout ici à Kosodo, dite cité révolutionnaire. Bon, en tout cas, ça, ce n'est pas facile, mais on use des mots pour calmer un peu la colère des gens. Voilà, et nous sommes tout le temps en négociation avec l'administration pour trouver des solutions aux différents problèmes de la cité. Donc la cité révolutionnaire, ça vient du fait que les grands frères ont eu à mener certaines luttes
au sein de la cité. Même le bus que vous voyez là-bas, c'est suite à une lutte que ça a été brûlé comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Et nous sommes réputés aussi pour tout le temps réfuter certaines choses. L'autre sujet qui suscite de l'engouement, c'est celui de la restauration. Selon la directrice générale du CENU, les restaurants universitaires occupent plus de 2/3 du budget du CENU, soit 6 à 7 milliards de francs CFA par an. La charge devenant de plus en plus difficile à supporter, la gestion de ces restaurants a donc été externalisée et confiée depuis quelques années à des services traiteurs. Bon, au déjeuner et au dîner, il y a 3 menus qui ne changent pas, notamment le riz sauce, le haricot, le dégué ou le yaourt. Les 3 menus ne changent pas. Maintenant, bon, les autres, puisqu'on a 6 menus matin, 6 menus le soir, les 3 autres, maintenant, bon, on essaie d'alterner avec la ticket, le haloko, le riz, gras, les spaghettis, de la salade, de la pomme de terre. Au niveau des restaurants universitaires, l'éternel débat se pose sur la qualité et la quantité des repas servis. Pourtant, les délégués des cités jugent d'abord de la qualité et de l'hygiène avant que le menu soit servi. Avant de servir les étudiants, nous sommes chargés de vérifier si les plats sont vraiment acceptables et on peut les servir aux étudiants. Et quand nous constatons des anomalies, directement, nous faisons descendre les plats. Donc, si on commence à servir, c'est que nous, les délégués, nous avons déjà accepté que la qualité, c'est acceptable. Les BCB entre serveuses et étudiants interviennent le plus souvent au niveau de la quantité, donc sur la question de majoration. On insiste sur la quantité. Bon, on peut dire que les deux ne sont pas au rendez-vous, mais sur la quantité, on insiste. On est souvent obligé de même se battre avec les personnes là qui servent là pour qu'ils puissent majorer. À notre niveau, c'est juste prendre ce qu'on te donne et tu continues ton chemin. C'est ça. La qualité n'a jamais été ça, vu qu'on prépare pour un nombre pléthorique d'étudiants. Donc ce n'est pas facile de faire quelque chose qui sera bien sûr de la qualité. Et en quantité également, on ne peut pas servir les gens en quantité. Parce que si on doit servir les gens en quantité, c'est sûr que tout le monde ne va pas avoir à manger. Parce qu'avec les étudiants, c'est pas facile de... C'est pas facile. Bon, des fois, ils disent que la sauce, que c'est liquide, que c'est pas bon. Bon, des gars aussi que c'est liquide, vraiment, c'est pas facile. Nous aussi, on grouille pour faire pour que ça soit bon. Le rapport étudiants et serveuses n'est pas toujours au beau fixe, les uns estimant être dans leur droit d'être servis à satiété, les autres étant dans une logique de garantir la même quantité à tous. Mais que ce soit l'hébergement ou la restauration, des efforts sont certes consentis, mais l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants reste un défi permanent que le CENU et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation doivent relever de concert. Retour sur ce plateau et j'ai un autre visage qui vient de me rejoindre, c'est David Nana. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. C'est un plaisir de te recevoir. Et quand je vois ton visage, on va parler économie. Mais avant d'y aller, David, on a tous été étudiants, hein, donc quand on nous montre quelques images, ça nous rappelle beaucoup de choses. Et vous regardez la réalité aussi de ces jeunes, de ces petits frères là. C'est pas trop loin de ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. C'est à quoi que ça ne change pas? Oui, c'est vrai que quand on suit chaque fois ces reportages, on a toujours un pincement au cœur. On se dit qu'après être parti de l'université, il y a eu beaucoup de changements, mais quand on regarde, moi j'ai envie de dire qu'il y a eu du reculon. Moi j'ai fait la cité des Orona, c'est vrai que ça n'a pas été aisé, mais bon, voir des chambres qu'on n'arrive même pas à fermer, je trouve que c'est... On va de mal en pis, j'ai envie de dire. On espère que ça va changer, quoi. Je ne comprends pas qu'il y a des efforts qui sont faits parce que le problème, c'est que chaque année aussi, il faut reconnaître que le nombre d'étudiants croît avec un système qui change, un système qu'on ne maîtrise pas trop bien aussi. Donc, parfois, c'est un peu difficile de faire, n'est-ce pas, la cohésion entre le système académique et puis le système de gestion du CENU. C'est parfois difficile d'allier les deux. Et puis, ce qu'on pose ici comme problématique, je pense que c'est ressorti aussi dans le reportage que nous propose Maxime, c'est que ça devient aussi pesant pour l'administration. On parle de milliards qui sont injectés, mais vous regardez, il n'y a pas forcément la satisfaction en face pour ceux qui sont les destinataires de ces services-là, alors que ça continue de peser sur... c'est vraiment compliqué. J'espère qu'on pourra trouver les justes milieux. Ça, moi, je ne voudrais pas être très dur,
Si ce n'est même que peut-être encourager parfois, n'est-ce pas, ces prestataires. Vous savez, quand moi j'étais étudiant, j'appartenais à un mouvement syndical et une fois j'ai été cloué du bec quand le directeur d'alors expliquait que c'était des sacrifices parfois même que les prestataires faisaient parce que pour entrer en possession de leurs fonds, parfois ça mettait du temps. Donc si vous n'êtes même pas fort, j'allais dire en matière finance, c'est difficile pour vous même de prester pour ces repas-là. Donc pour moi c'est faire la poire en deux et puis demander de faire mieux, mais quand même les encourager aussi pour ce qu'ils font aussi. Je ne jette pas non plus le dévolu sur l'État parce que c'est pas aussi simple. Hein. Et on dira merci à Maxime qui nous propose donc cette série de reportages sur le monde estudiantin. Il y aura un autre qui va nous proposer et je vous donne pas déjà la teneur parce qu'on ne sait jamais. On va poursuivre le JDS avec cette partie économie sur pourquoi vous êtes là. Et puis ce qu'on a choisi d'aborder, nous, dans la partie économie de ce JDS, David Nana, c'est faire honneur à un Burkinabé, Léopold de Savadogo. Il est à Montclair, c'est à New Jersey, dans l'état de New Jersey. Vous le verrez avec les images qu'on va vous partager. C'est un Burkinabé qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui. Il est prisé par les médias américains, puisqu'ils sont nombreux à faire des reportages sur la brasserie qu'il a, comme on le voit en image, Léopold Savadogo et son épouse donc, et beaucoup de reportages aujourd'hui qui sont faits sur Léopold Savadogo, sa brasserie, comment est-ce qu'elle est menée, comment est-ce que c'est l'un des bouts de reportages d'ailleurs qu'on est en train de proposer. Mais ce qui est intéressant, c'est que le JDS ne fait jamais les choses à moitié. On a décidé d'avoir donc Léopold Savadogo, on a fait les démarches pour et on l'a. Et on espère qu'on est connecté maintenant avec lui. J'espère que la magie de la technique nous le permettra. On espère aussi. Bonsoir Savadogo. Bonsoir David. Franchement, merci de me recevoir sur votre plateau. Franchement, je suis très content. C'était un plaisir partagé. On a une question? Oui, parce que déjà, il faut dire qu'on a 5 heures de décalage. Hein, là-bas, il est pratiquement 15 heures. Nous, il est 20 heures ici. Moi, tout de suite, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous conduit aux États-Unis? Comment vous arrivez là-bas, aux États-Unis? Qu'est-ce qui m'a conduit aux États-Unis? Je me souviens la première fois que j'ai posé la même question à un acteur ici, il m'a dit l'avion. Ouais, c'était juste pour rigoler. Bon, écoutez, je suis il y a quand même 25 ans, il y a quand même 25 ans que j'ai quitté le Burkina. Je suis parti d'abord au Canada pour travailler pour les médias, pour une radio et pour une télé, là-bas. Et de là-bas, j'ai eu envie de découvrir les États-Unis. Donc voilà, je suis venu aux États-Unis et je suis resté. Et voilà, j'ai fondé une famille et j'ai fondé plusieurs entreprises. D'accord, donc on comprend comment vous arrivez aux États-Unis, mais comment est-ce que vous venez à la brasserie? Comment je suis venu à la brasserie? J'ai commencé à brasser juste par curiosité. Je me souviens, dans le temps, ma mère faisait du dolo à l'approche de Noël. Elle faisait la bière du Mille et je ne peux pas oublier ça. Et chaque fois, en décembre, elle commence à malter les graines pour pouvoir faire du dolo, pour qu'on ait du dolo le 25 décembre. Franchement, je ne peux pas oublier ça. Donc c'est là que j'ai commencé à brasser par curiosité. Je me suis dit, écoutez, je vais essayer de faire la même chose. Et c'est là que il y a quand même 20 ans, et c'est là que j'ai commencé à brasser. Au départ, ça n'a pas été facile. J'ai dû brasser des choses que personne ne boirait aujourd'hui. C'était un désastre total, mais je n'ai pas abandonné, j'ai continué. C'est comme ça, hein, la vie c'est comme ça. Quand on rate un truc, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Et là, j'ai eu la passion vraiment de découvrir comment est-ce que ça se fait, ce genre de truc-là. Et voilà comment je suis venu à la brasserie. D'accord. Mais Savadogo, c'est comme ça que vous êtes arrivé à la brasserie. Maintenant, on le disait en introduction, hein, nous, c'est que votre brasserie, elle connaît beaucoup de succès, les médias vous approchent. Quelle est sa particularité? Expliquez-nous.
Oui, en tout cas, notre bière connaît un succès énorme ici aux États-Unis parce que nous brassons 34 différents genres de bières. Voilà. 34. Et ces 34 bières, la plupart de nos bières sont brassées avec des produits typiquement africains et aussi des produits qui viennent des Caraïbes. Vous pourrez trouver des bières aussi politiques ici parce que on joue un peu de comédie avec, avec tous ces politiciens. Je ne sais pas si en Afrique tout le monde suit tout ce qui se passe aux États-Unis, mais en tout cas souvent ça fait rire. Et donc on essaie de brasser aussi des genres de trucs comme ça. Et voilà pourquoi toute la presse s'intéresse au genre de bière qu'on fait. D'accord. Une question ? Oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il y a une certaine particularité, le fait d'utiliser des ingrédients africains. Mais justement, comment vous arrivez à avoir du tact pour décider, n'est-ce pas, d'utiliser ces ingrédients, d'introduire ces ingrédients africains-là ? Oui, l'idée des ingrédients africains, parce que nous avons tout en Afrique, on a tout ce qu'il faut pour faire de bonnes choses. Et donc, à chaque fois quand je suis aussi, quand je voyage, que ce soit en Jamaïque ou au Burkina, je fais le tour du marché, je vois toujours des ingrédients qu'on a, comme le bissap, comme le baobab, comme le gongolili qu'on a, qu'on parfume l'eau avec ça. Et on a décidé de faire des bières qui nous ressemblent à nous-mêmes, c'est-à-dire des bières typiquement que les gens que d'autres brasseries n'oseront pas utiliser. Voilà, brasser, c'est aussi prendre des risques. Donc, nous avons commencé à prendre des risques comme ça, à faire des bières. Et le succès ça a été énorme. Tout le monde a tout de suite aimé ça. Et les gens voyagent d'un peu partout pour venir goûter à nos bières. Parce que on est partout à la télé, donc ça fait que les gens sont assez curieux de savoir ce que nous faisons ici. Voilà. D'accord. Et bon, c'est vrai que j'avais une question. Alors on voit ça commence à beaucoup bouger là. J'espère qu'on l'aura dit. Tout à l'heure, on écoutait donc la particularité, c'est d'utiliser les quelques produits qu'on a donc ici, donc au Burkina Faso. C'est ingénieux quand même. C'est original et c'est audacieux parce que vous êtes sur un terrain où c'est pas forcément. Peut-être qu'on ne connaît même pas ces produits, vous décidez de l'introduire au marché et puis c'est épatant de voir que tout le monde s'y intéresse. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de curiosité, quoi. J'ai envie de comprendre pourquoi. D'accord. Ouais. Je le vois stabiliser. J'espère qu'on pourra lui poser une question. David, vous avez une question ? Oui, parce que j'attendais, parce que comme on voit en train de bouger, je ne sais pas si vous m'entendez. Ce que je voudrais savoir, c'est que le fait que les médias américains réalisent plusieurs reportages, parce que ça même il faut le dire, c'est par rapport à ces reportages que nous, on vous a découvert et on a cherché à entrer en contact avec vous. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça fait pour le Burkinabé que vous êtes d'être le point focal, l'intérêt de plusieurs médias américains. Oui, la presse américaine, les médias sont beaucoup intéressés par notre histoire parce qu'il n'y a pas que de la bière que je fais. Je fais aussi, je distille aussi, je fais du whisky à partir du baobab, je fais du whisky avec pas mal de choses, avec des mangues, de l'ananas, il y a plein de choses que je réalise, donc voilà pourquoi cet intérêt-là. La presse veut savoir, la presse a fait beaucoup de reportages ici sur nous, parce que d'abord ils sont très fiers de voir un black qui fait ce genre de trucs, et aussi ils sont très contents de voir que c'est un Africain qui réalise ce genre de choses-là. Donc je suis très fier de ça, je suis très content. Sauf que souvent on est un peu embêté parce que nous on a envie de travailler et souvent on arrive à la brasserie, on voit qu'il y a 4-5 journalistes qui veulent faire un reportage encore sur nous. Et aussi je dois dire que l'année dernière on a fait pas mal de choses avec beaucoup de compagnies ici. On a fait la pub du 5G Network avec AT&T. Et donc ça fait le tour du pays, c'est passé sur le Washington Post, donc tout le monde a eu la chance de voir ça. Et franchement, on a été vraiment très fiers de ça. Si, c'est maintenant.
Donc on revient donc, c'est vrai qu'on a par moments aussi des petits problèmes. Ouais. Je sais pas trop, mais bon, c'est la distance, c'est pas bien grave. Si on arrive à l'avoir, on va continuer avec la série des questions. Moi, quand je regarde aussi, il y a pour moi quelques enjeux quand même. Ouais. On est un Burkinabé, c'est une fierté quand même d'avoir quelqu'un comme ça qui tient une brasserie. Ouais. Comment il y vient? Il lui dit à un moment donné, c'est sa mère qui fait le dono. Ouais. Donc ça nous parle dans notre giron culturel dans lequel on est. Mais on se dit que, bon, ici, bizarrement, là d'où il vient, bon, c'est plutôt les brasseries internationales qui sont ici. C'est ça. Et qui ont su. Moi, je vous le dis tout de suite, quand je l'ai vu, et surtout dans ce reportage, c'est vrai qu'il était en anglais. Il y en a plusieurs que vous retrouverez facilement sur le net. Et avec son épouse, son nom, c'est Denise Ford, qui est de Sawadogo maintenant, qui sont passionnés par cela. Moi, j'ai dit, waouh, c'est extraordinaire, c'est génial. C'est un chef d'entreprise aux États-Unis parce qu'il crée de l'emploi aussi. Je pense que la connexion est bonne. D'accord. Moi, j'ai juste peut-être une dernière question, puisque du temps en temps ça balance. Et on parlait tout à l'heure sur ce plateau de la question des brasseries que nous avons ici. C'est très souvent des brasseries internationales qu'on a au Burkina. Je pense que vous connaissez quand même assez bien. On ne va pas citer des noms, mais vous, votre histoire, elle est bien particulière. Et moi, j'ai envie de vous demander, avec ce que vous valez là-bas, avec l'avalanche médiatique qu'il y a autour de ce que vous faites, est-ce que vous pensez au pays, à nos dolotières? Vous dites que votre maman était dolotière. Comment est-ce qu'on peut avoir au Burkina une brasserie? Est-ce que vous pensez à ces choses-là? Est-ce qu'il y a des choses possibles? Oui, en tout cas, je dois dire que moi particulièrement, ça me fait mal de savoir que toutes les brasseries en Afrique appartiennent à des entreprises étrangères. Qu'est-ce que nous, en Afrique, on fait? On doit faire des bières qui ressemblent à nous-mêmes. Et d'ailleurs, je vais vous donner un proverbe en moré qui dit que Biyamandada Masamsa, toutes nos mamans font de la bière. Alors pourquoi est-ce que nous, on n'achèterait pas cette bière-là pour accroître le revenu de ces femmes-là, pour qu'elles puissent subsister dans cette économie-là? Voilà. Moi, c'est ce que je vais peut-être demander à tout le monde de faire. Buvez ce que nous fabriquons jusqu'à ce que ces gens aient de l'argent pour pouvoir changer la façon dont ils font la bière. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur, de pouvoir travailler avec ces femmes-là et transformer la façon dont elles font la bière. Les enseigner, les montrer comment utiliser la levure. Il y a différents genres de levure. Et même montrer comment créer notre propre levure. Pour pouvoir fabriquer des choses assez intéressantes. Parce qu'en Afrique, on a tout. Mais la seule chose qu'on n'a pas, c'est notre façon de penser. On doit réfléchir autrement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On doit réfléchir autrement. À partir de maintenant. Voilà. On doit réfléchir autrement, transformer nos propres produits et consommons nos propres produits. C'est la seule chose, c'est la seule voie qui va nous amener à sortir de là. D'accord, dites des choses tellement bien dites. D'abord, commençons par consommer, parce que j'ai parlé des dolotières. Commençons par consommer ce qu'on produit d'abord, et puis après, on verra comment est-ce qu'on pourra petit à petit améliorer. Et donc, je pense que ça, c'est très important ce qu'il est en train de partager avec le père. Non, moi, je pense que ça va être un élément déclencheur. C'est bien de savoir parce que il a dit un proverbe moré qui dit, en somme, ça veut dire simplement que l'enfant qui est intelligent, il achète les beignets de sa mère. Quand vous allez au marché, que votre mère vend des beignets et qu'il y en a d'autres également qui en vendent, vous achetez chez votre maman parce que là, vous lui permettez d'avoir des revenus supplémentaires. Donc, je pense qu'avec cela, ce reportage et puis également l'exemple qu'il donne, ça peut être un élément déclencheur aussi pour dire que oui, c'est possible. David, on va allègrement vers la fin de l'émission et puis bon, comme on l'a, on va lui dire encore au revoir. Merci bien, le poste Sawadogo, ça a été un plaisir. Donc au revoir, on espère vous revoir. C'est clair. Ben, écoutez, grand merci de m'avoir reçu dans votre journal. On se voit très bientôt à Ouaga. Ok? C'est ça. Allez, un grand bonjour à toute la population de Ouaga.
et aussi du Burkina. À très bientôt. Merci. Et surtout courage. Courage. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec lui. Et puis c'est ça aussi le JDS. Bien sûr. Permettre de connaître ce que nous avons comme nationaux, qui au niveau international ou même ici, et qui montre ce que le Burkina a de meilleur. Parce qu'il faut dire dans l'expertise et que dans beaucoup d'autres domaines. On va aller, et on a des projets pour cette rubrique, pour cette émission. On va même aller vers des valeurs locales, des entrepreneurs locaux qui font des choses assez originales. Voilà, il faut préciser aussi, quand c'est original, nous on n'hésite pas à aller vers vous, et ça c'est vraiment original. D'accord, on va dire clairement qu'il y a la pression aussi de la réalisation, parce qu'on est pratiquement à l'heure pour cette émission, et c'est terminé. Ça a été un vrai plaisir. David Nana, encore merci. Tu ne vas pas me faire ça, tu vas me permettre au moins de dire bonne fête à toutes ces femmes-là. Voilà, à toutes ces femmes, surtout à celle de la presse, parce que comme vous le savez, même quand c'est férié, elles sont au four et au moulin. On pense à toutes ces techniciennes du côté de Tree TV, du côté de Watt FM, notre groupe leader, et puis aussi au niveau de la production, Tam Tam Production. Bonne fête de la femme à tout ce personnel féminin. Bien dit, bonne fête à tous ceux qui nous regardent. Bonne fête, encore bonne fête. C'est la fin de ce JDS que j'ai pris plaisir à présenter. On se retrouve dimanche prochain, et d'ici le prochain numéro, portez-vous bien.